Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un webinaire premier du nom entre Enix et Sonar. Aujourd'hui, on va parler IA et processus qualité. Et on va d'abord présenter nos experts du jour. Donc, Florian Gauthier, à ma gauche dans les capsules sous l'écran, qui est responsable DevOps chez Enix, et Sylvain Combe, qui est senior consultante chez Sonar. Florian, je te passe la main pour présenter Enix. Donc oui, Enix, société spécialisée dans la QA depuis 25 ans maintenant, avec 3 grands pôles. Un pôle service historique, où on réalise des prestations d'audit et de réalisation et de conseils autour du test, mais aussi de l'inclusion du test et de la QA dans les pipelines DevOps. Une activité d'édition et de distribution logicielle autour des logiciels notamment qu'on préconise, notamment Sonar, et ce qui fait un peu notre spécificité, une école de reconversion au métier de la qualité logicielle et du développement. Voilà, très rapidement, ce qui fait Enix. Parfait, merci Florian. Je passe ensuite la main à Sylvain pour nous présenter rapidement Sonar. Oui, bonjour à tous. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent déjà ce que fait Sonar et ce que font les solutions SonarCube. Je reconnais quelques noms dans les gens qui sont connectés. Donc, analyse statique de code. On est la solution la plus massivement utilisée dans le monde, avec alors, plus que 9 millions, ça c'est sûr. On estime aujourd'hui à 10 millions d'après la télémétrie qui arrive. Le nombre d'utilisateurs de nos solutions, avec 450 000 organisations qui pourraient l'utiliser, mais dont à peu près 26 000 clients commerciaux, puisque bien sûr on est aussi une solution open source, et on fait l'analyse statique, ça recouvre le SAST, donc l'analyse statique orientée sécurité, l'analyse de la calimétrie, ça c'est notre cœur de métier historique depuis bientôt 20 ans, et maintenant de la composition analysis, donc l'analyse de librairie, depuis très récemment, de la remédiation à base d'IA d'ailleurs, et l'orchestration de ces sujets dans les grandes entreprises. Voilà. Merci Sylvain. Et bien, suite à cette introduction, je vais introduire concrètement de quoi on va parler aujourd'hui sans lire dans le détail ce qui est écrit sous vos yeux. Donc, on va commencer par un état des lieux de ce que permet l'IA en matière de génération de code et de renforcement de la qualité logicielle. On enchaînera avec une démo Sonar donnée donc par Sylvain. Et puis, on s'intéressera à l'utilisation de l'IA pour faire des tests eux-mêmes intégrés au cycle de développement logiciel. On enchaînera ensuite avec une démo de Squash et on essaiera de répondre comment les tests générés par l'IA peuvent garantir qualité et sécurité. Et on terminera avec les bonnes et moins bonnes pratiques autour de l'utilisation de l'IA avec toujours l'avis de nos experts. La première slide, on va parler un peu chiffres et statistiques autour de l'adoption de l'IA en matière de développement logiciel. Donc, l'IA, il y a une omniprésence dans de nombreux secteurs d'activité. En termes d'IT, quelques statistiques données là nous indiquent que 3 professionnels sur 4 l'utilisent au quotidien. C'est peut-être même plus, évidemment, dans certaines entreprises. Même si une part non négligeable de ces derniers reste vigilante quant aux résultats que peut apporter l'IA. Il est à noter aussi que les entreprises en elles-mêmes encouragent globalement l'utilisation de l'IA par leurs salariés et par leurs techniciens, et que, étant donné l'augmentation croissante du nombre d'utilisateurs, les sociétés en charge du développement des IA sont elles-mêmes en croissance et développent de nouvelles solutions et de nouvelles fonctionnalités à un rythme plutôt effréné. Les bénéfices de l'IA pour le développement logiciel, c'est comme dans plein d'autres secteurs, ça va particulièrement contribuer à améliorer la productivité, puisqu'évidemment rapidité et agilité en termes de résultats et d'avancement pour les personnes qui l'utilisent sont à prévoir. Ça entraîne également une réduction du time to market, puisque qui dit gain de temps dit réduction du cycle de développement, ce qui dit réduction des coûts. Et puis, ça démocratise le développement. L'IA, c'est évident, peut permettre notamment à des développeurs nouvellement arrivés de s'intégrer d'autant plus vite avec des bonnes pratiques et rentrer directement dans le rythme grâce à des informations qui sont déjà accessibles rapidement et simplement via l'intelligence artificielle. On a préparé un petit sondage. Alors, je vais tout de suite vous l'afficher, excusez-moi, on va vous faire travailler. On va vous demander ce que vous utilisez dans l'IA dans votre travail. Bien sûr, les réponses ne sont pas exhaustives, donc il y a une case autre si celles-ci ne vous conviennent pas, et puis aucune si évidemment vous n'utilisez aucune IA.
le temps que vous répondiez. Florian, par exemple, chez Enix, est-ce que tu peux donner des indications sur les IA utilisées et pourquoi? Oui, alors chez Enix, du coup, on va avoir deux grandes utilisations de l'IA pour le développement de nos solutions. Et là, on va être très massivement, on va utiliser Windsurf et Cascade, voilà, ou un peu de Copilot, mais massivement Windsurf. Et après, pour les IA plus généralistes et chatbot, on va être soit sur Claude, soit soit sur ChatGPT. Et après, on a aussi juste un truc un peu spécifique à nous, qui est qu'on teste aussi notre intégration aux différentes IA. Et donc, dans ce cas-là, on est amené aussi à tester des modèles genre Llama ou Mistral sur des services hébergés tels que Together ou Hugging Face. Merci pour cette réponse complète. Sylvain, de ton côté Sonar? Alors chez Sonar, pour nos développeurs, tout le monde est équipé de licences copilote. Et puis après, on a l'IA est au cœur des évolutions DevOps, Developer Experience en ce moment. Hein, et donc c'est dans toutes les discussions et tous les éditeurs investissent dans les outils type IA, la plupart en tout cas, et nous c'est le cas également. Et nos recherches elles portent sur beaucoup plus de modèles que cela. Pour l'instant, il y a certaines fonctionnalités de SonarCube, code fixe en particulier, qui s'appuient sur de l'IA. Aujourd'hui, on a choisi et on a benché plusieurs modèles. On a choisi de l'activer sur OpenAI et Claude d'Anthropic. Les deux qui ont montré des résultats probants sur les use cases qu'on ciblait pour les modèles, c'est-à-dire de la remédiation de problèmes détectés avec Sonar. Très bien. Alors, on voit que Claude a été quelque peu plébiscité. C'est une victoire écrasante apparemment de ChatGPT, qui récolte quasiment la moitié des suffrages. Ça vous Peut-être inspire quoi, messieurs? l'aspect gratuit Oui, qui c'est ça. rentre en code. Certainement. Et du coup, avant de passer à la slide suivante, je pense qu'on avait aussi des questions liées à cette slide-là, notamment sur le fait qu'on pouvait challenger un peu ces chiffres. Moi, je sais que euh, pour avoir parlé à un certain nombre de clients chez nous, il y a une vraie difficulté à définir les métriques et les KPI de productivité du développeur et encore plus ce qui va impacter sa productivité. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dès qu'on leur demande via survey ou choses comme ça, est-ce que du jour au lendemain, on vous retire Copilot, on vous retire ChatGPT, est-ce que vous êtes OK avec ça? Massivement, ils répondent non, on veut le garder. À l'instar que ça ferait la même réponse si on leur dit est-ce que vous n'avez plus accès aux sites type Stack Overflow ou choses comme ça. Donc, des chiffres aussi précis, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de les sortir, en tout cas dans toutes les organisations. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation devient massive et en plus, les gens veulent plus s'en passer. Oui, moi, de ce que je retire des conversations que j'ai avec des clients, c'est que peut-être c'est un petit peu moins que ça. Ça me semble un peu optimiste. C'est ça. Mais il y a un consensus qui se dessine. Hein. Ça bénéficie à la productivité, clairement. Euh, et ça s'améliore. Ça s'améliore parce que les développeurs s'améliorent aussi, hein, prennent en main les outils. Et ça s'améliore parce que les modèles, et on l'a vu depuis qu'on fait des recherches, nous, sur les capacités des AI pour l'intégration dans nos produits, les modèles s'améliorent et ils s'améliorent vite. Très bien. Alors, cette fois, on continue. Et cette fois, je passe la main à Sylvain pour nous expliquer les défis en matière de code générique. Alors, les difficultés ou les limitations, on va dire plutôt, du code généré, elles viennent du fait que les outils de type AI, ils comprennent pas votre métier, hein, ils sont pas du métier. Ils s'appuient sur des modèles donc, qui sont assez larges, mais dont la qualité est liée à la qualité du code qui a été utilisé pour les entraîner, hein, donc moyenne, on va dire, hein, moyenne bonne peut-être, mais pas parfaite. Euh, donc tout ce qui est partie métier, euh, on peut penser que le modèle il codait pas votre métier spécifiquement, et là c'est vraiment le développeur qui va pouvoir piloter, seulement le développeur qui va pouvoir piloter, puisque lui il sait ce que l'application est censée faire. Au niveau performance, Copilot lui il n'a pas de visibilité sur
sur la cible hardware, il connaît pas les spécificités de la stack technique, en particulier sur votre logiciel. Donc les développeurs, ils vont pouvoir faire des erreurs en termes de consommation de ressources s'ils laissent l'AI en roue libre sur la génération de code. La lisibilité, la maintenabilité, donc ça va être plutôt les conventions de codage qui peuvent être spécifiques dans chaque organisation et elles ont un vrai impact à long terme sur la lisibilité du code. L'AI, il va fournir toujours la même syntaxe et on va dire, la même type de code que d'ailleurs on essaye de détecter avec des travaux en cours en R&D de notre côté, et ce qui correspondra pas forcément, ce que je veux dire, aux standards de vos équipes. Et donc chaque fois qu'il y a des disruptions dans la façon dont écrit le code, en fait, ça ralentit la revue de code. Ça impacte la productivité des développeurs à long terme, hein, parce que on sait que le code il est écrit une fois et en fait il va être lu des dizaines, voire des centaines de fois dans le cycle de vie de l'applicatif. Et puis la sécurité, s'il y a des erreurs, et il va y en avoir, et je pourrais peut-être le montrer en démo, j'en ai une petite qui tourne là, au niveau sécurité, on peut générer des problèmes. Voilà, le modèle a été entraîné encore une fois avec un code d'une certaine qualité. Alors, Copilot notamment s'est amélioré. Il y a encore 2 ans, on arrivait à lui faire générer des problèmes qui étaient vraiment très simples et il s'est amélioré, mais il va toujours encore faire des erreurs qui peuvent mettre en danger la sécurité du code. Donc là, il faut faire attention, il faut mettre un cadre à tout ça, de la gouvernance, établir des standards et s'assurer de ces standards. Merci Sylvain. Avant de passer à la démo Sonar, Florian, tu as des choses à rajouter sur ces aspects-là? Alors après, voilà, moi, ça va être plus en lien avec comment est-ce qu'on génère des tests, notamment et des tests automatisés. Et, euh, et je vais rejoindre ce qui a été dit sur la compréhension du métier et du SI client. C'est particulièrement vrai quand on va demander de générer des tests end-to-end qui traversent plusieurs métiers, voire plusieurs couches applicatives et tout. Et là, on sait que ben voilà, l'IA ne peut pas y arriver si elle n'est pas guidée et s'il n'y a pas le développeur, l'automaticien qui le fait ça, parce que voilà, les modèles ne peuvent pas comprendre ça. Il n'y a rien dans leur poids statistique qui leur permette de générer ça correctement. Et donc après, derrière, tout ce qui est mis sur la maintenabilité, lisibilité et les tests dans le code, ça reste vrai, d'autant plus que voilà, le test, ça reste quand même le dernier rempart sur qu'est-ce qui est garant de la cohérence et de l'attendu de l'application. Et donc, c'est quelque chose de fondamentalement humain. Et donc, il y aura toujours besoin de ce contrôle à ce niveau-là, voire même des pratiques TDD, où on définit d'abord le test et à partir du test, on peut demander à l'IA de générer des choses. Merci Florian. Je passe la main à Sylvain pour la suite. Oui, on va faire une petite présentation de Sonar dans le contexte IA. Sonar, il accompagne historiquement les développeurs, du code écrit par des humains dans leur flow de développement, dans leur cycle de vie, dans le SDLC typiquement, du logiciel. C'est la même chose quand on a du Copilot ou un autre outil qui aide à générer du code. L'idée, c'est que le code, on l'analyse et on le met au standard le plus vite possible pour garder de la vélocité. Hein. La vélocité, elle est amenée en partie par ces outils AI, mais si on a des cycles de remédiation qui sont longs, à ce moment-là, on perd cette vélocité, donc une partie des bénéfices de l'AI. Donc l'idée, c'est bien d'utiliser dans son éditeur à côté potentiellement de Copilot, de Duo, de Gemini ou de ChatGPT, de SonarCube IDE qui fait de l'analyse temps réel. Et puis quand on commit, là on prend la responsabilité du code qu'on pousse sur un repository. On a la revue de ses pairs avec les PR, les merge requests sur GitLab, et on règle les problèmes, on les règle le plus vite possible après le commit. Voilà. Donc l'approche shift left, celle qu'on promeut avec du code écrit par des humains, elle s'applique également avec le code qui est coécrit par des AI. Et je crois qu'il va être temps de ta démo. C'est ça. Toi Je qui vais prends la pouvoir main, vraiment. On te voit. On voit ton écran plutôt. Ok. Donc juste pour faire un petit aparté
sur une instance qui est publique, sur laquelle vous pouvez jeter un œil à tout moment, next.sonarcube.com. Il y a une partie de nos projets, ceux qui sont open source, qui sont analysés publiquement. Vous pouvez voir comment ça fonctionne et notamment qu'est-ce qu'on promeut pour nous-mêmes, hein, qu'est-ce qu'on teste pour nous-mêmes. Donc, sur SonarCube, sur nos propres projets. Donc vous voyez que toutes les pull requests qui viennent de GitLab sont bien intégrées. Si je check une d'entre elles, je vois bien que on est sur pas mal de tests, une intégration du feedback de SonarCube très vite après la création de la pull request, et puis on intègre les tests de façon automatisée. Ça, c'est le standard DevOps depuis quelques années. L'AI s'est propagé plus vite d'ailleurs que les bonnes pratiques DevOps dans les grands comptes. Et on voit qu'on a pas beaucoup de tests pour ces analyseurs. Ici, c'est l'analyseur Java open source. Et c'est un bon exemple parce que c'est vraiment les analyseurs qu'on produit. Nous, c'est du Test Driven Development, donc du TDD. On écrit d'abord le code avec les problèmes qu'on veut détecter dans ce code et les problèmes qu'on ne veut pas détecter, donc tous les cas aux limites. Et après, on écrit le code qui va détecter ces problèmes. Et d'ailleurs, c'est dans notre documentation, si vous vous intéressez à écrire un plugin de langage pour écrire des règles Java, vous pouvez le faire. Et c'est vraiment l'approche qui est promue pour ces use cases. Ok, j'avais promis une démo live, je vais la faire aussi. Donc, pour illustrer, je vais prendre quelque chose que j'ai préparé tout à l'heure. Donc, j'ai demandé à Copilot, typiquement puisque j'ai une licence, de générer dans ce code-là une nouvelle méthode qui rajouterait de l'encryption asymétrique. Voilà, j'ai inventé un petit laïus et ça m'a généré du code. Et ce qui est sympa, c'est que je peux maintenant, dans la toute dernière version, appliquer directement. Hop, on voit, Copilot est en train de refactorer tout ça. Il ajoute du code, une nouvelle méthode, il modifie des trucs, il en ajoute. Bon bref, il fait plein de choses. Il en fait peut-être un peu trop d'ailleurs. On va regarder ça. Et on voit que l'analyse en temps réel, elle passe bien. Qu'est-ce que j'ai? Hop, keep. Si je fais ça. Et là, je suis sur la vue nouveau code. On voit que l'IA a fait plusieurs erreurs que je devrais sans doute régler avant de passer un commit. Hein. Donc là, j'ai déjà la possibilité, ici par exemple, il y a un encodage qui n'est pas du tout fort. Donc je pourrais mettre quelque chose comme ça et regarder la documentation pour régler le problème moi-même. Avec comment gérer par exemple sur de la cryptographie avec les ciphers qui sont plutôt recommandés. Et donc, je vais imaginer que je passe outre. Et si je passe outre, donc SonarLint étant gratuit, open source et adopté au bon vouloir des développeurs généralement, il se peut que certains commits arrivent sur les repos et que ça passe quand même. Donc là, je vais partir sur mon terminal. Donc je suis sur une branche de dev. Ah. Ok. Ok. Après, je fais mon petit push. Désolé, je suis de l'ancienne école. Moi, je fais push. Normalement, si la branche existe, et c'est comme ça. Ok. Donc là, je vais aller sur mon projet maintenant. J'amène l'instance où ce projet est analysé. C'est celui-ci. Donc j'avais déjà un certain nombre de problèmes. Hein, je pourrais l'illustrer tout à l'heure. Mais normalement, d'ici quelques instants, la branche sera analysée. Donc, je vais utiliser le lien qui est là pour vous montrer le projet dans GitHub. Voilà, on a bien créé une branche il y a 37 secondes. On va avoir une action qui est en train de tourner. Automatiquement, l'intégration DevOps a les clés hein, là pour faire l'analyse quasi temps réel des additions dans le code. Elle devrait prendre à peu près 1 minute, hein, puisque j'ai fait un test tout à l'heure. Ça avait pris 1 minute, il n'y a pas de raison que ça prenne plus de temps. Et ok, j'ai gardé les résultats de la précédente analyse, je peux vous montrer. Donc le nouveau code qui a été créé a un certain nombre d'issues. Il y en a qui sont liés
à des additions qui ont été faites en dehors du code Java, mais notamment il y a ces problèmes de sécurité qu'il faudrait régler. Voilà, quand on fait du chiffrage, on essaye de faire un chiffrage fort. Ça dépend pourquoi, mais là il s'agissait clairement d'une servlette et Copilot nous a donné un chiffrement qui n'est pas au standard moderne, donc ce n'est pas bon. Ok, je peux regarder comment fixer. J'ai un document, j'ai de la documentation, donc je suis en capacité de le faire. Ok, et j'ai la passerelle toujours ici. Je peux automatiquement ouvrir le code au bon endroit afin de pousser un fixe. Ce qui est important pour le développeur, c'est qu'il règle les problèmes qui sont levés par la Quality Gate qui permet d'implémenter cette gouvernance. Donc ici, non seulement on a des problèmes dans le code qu'on a généré, mais en plus on est passé outre les tests. Donc on a 35 nouvelles lignes de code et on a 0% de couverture sur ces 35 lignes de code. Donc, implémenter ce standard, ça requiert la création de tests unitaires en plus de régler les problèmes qui ont été nouvellement détectés. Voilà. SonarCube IDE, temps réel, SonarCube serveur ou cloud, notre offre SaaS, qui va faire cette qualification. Et puis si je crée la pull request dans GitHub, je vais être empêché de la merger puisqu'il y aura un check qui ne passera pas. Voilà ce que je voulais montrer en démo. Alors tant que j'ai l'écran, parce que je suis pas sûr de revenir dans le mode. Voilà. Et puisqu'on parle des tests unitaires, SonarCube va couvrir pas mal de langages, surtout en version enterprise comme ici. Mais on a aussi des règles qui vont s'intéresser à la qualité des tests que vous générez ou que vous écrivez en général. Voilà, pour plusieurs langages. Ici, Java, PHP, JavaScript, TypeScript, C# et .NET. Principalement, on a des règles et des standards à respecter pour l'écriture de ces règles. Voilà, des mauvaises pratiques qu'il faut éviter et de la documentation qui est associée. Et maintenant, c'est vraiment fini. Et bien, maintenant, on va désormais attaquer les défis de l'IA en matière de qualité logicielle. Florian, à toi de nous dire. Oui, bah voilà, tout ce qu'on a vu, notamment dans cette démo, c'est que voilà, l'IA, elle peut avoir des problèmes sur les scénarios complexes, sur la gestion d'anomalies, sur les tests qui forcément ne vont pas être produits, ou alors qu'on a en tout cas pas envie de vouloir qu'elle produise parce que c'est notre assurance à nous que l'application répond bien à ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, voilà, ça va être ces vrais défis-là qu'il va falloir contrôler, mais de façon un peu classique, comme on l'a vu. Alors, aidé par l'IA potentiellement, mais l'idée, c'est de rajouter ces règles, ces quality gates dans l'éditeur et dans le pipeline pour être sûr de pouvoir faire ces revues de code efficaces. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la façon de réguler ça reste toujours un peu la même. Et les enjeux autour de la QA et du test à l'heure de l'IA restent les mêmes. Ils sont toujours un peu plus vrais. Il va falloir toujours vraiment penser à quoi tester, comment tracer, référencer, comment donner de la visibilité à tous les participants, parce que le test, ça sert aussi bien à construire le produit qu'à le valider, qu'à tester le métier, qu'à faire des tests plus techniques. Et tout ça dans un contexte qui s'accélère avec l'agilité, avec le DevOps et maintenant avec l'IA qui aide à ce gain de productivité un peu à tous les niveaux. Et donc du coup, on a une réponse classique qui est toujours pertinente, qui est que faut intégrer l'outillage QA et la QA et le test dans la plateforme DevSecOps. Le test doit être un service à part entière de la plateforme DevSecOps, comme l'a montré Sylvain, que ce soit des tests techniques, d'analyse de code, de remédiation et ainsi de suite, ou des tests fonctionnels. Et une chaîne de livraison, c'est pas seulement, elle commence pas au moment où on produit du code et où on le pousse sur notre branche, mais elle commence avant, au moment où on va produire les spécifications et on va, à partir des spécifications, définir les tests qui vont couvrir ces exigences. Et a posteriori, une fois qu'on a mergé le code, s'assurer que tout ce qui va en prod a bien été qualifié et
Et il y a cette étape vraiment de qualification à la fin, de validation, qui est importante avant le passage en prod. Et donc, l'enjeu derrière, après de l'outillage, comme on va le voir, c'est de garder cette vue unifiée entre toutes ces étapes et tous ces acteurs. Merci. Et je me demandais comment et où l'analyse de la qualité et de la sécurité du code intervient ici. On l'a vu dans la pull request, il y a le scan qui joue avec la quality gate. Et ce qui est important, ce qui est intéressant avec des tests automatisés ou manuels, c'est qu'on peut rajouter une quality gate fonctionnelle qui va compléter ces résultats d'analyse statique et de sécurité. Très bien. Florian, est-ce que ce serait pas ton tour de nous dévoiler aussi Squash à ton tour? Allez, c'est parti. Donc je prends la main. Donc je vous ai dit de dévoiler Squash, mais en fait, comme je l'ai dit, le test et la QS, ça commence même avant la production de code et au moment où on va définir le comportement attendu de l'application dans la création de son backlog. Donc ici, moi, je suis sur GitLab, sur mon projet, et j'ai tout un tas d'issues dans mon backlog que je vais devoir groomer, et après, à partir desquels vont être produits du code et aussi les tests qui vont devoir permettre de valider cette création incrémentale. Donc ici, directement depuis mon outil qui me permet de gérer mon backlog, on voit que j'ai déjà des remontées d'informations d'outils de tests fonctionnels qui me permettent d'avoir une idée de l'avancement de la recette sur ce ticket. Et donc, comment est-ce que cela est possible en vrai? C'est que globalement, on a l'outillage de tests qui va être capable de s'intégrer là-dedans. Et donc, par exemple, si on vient sur Squash comme exemple, on peut avoir dans mes exigences des issues des exigences qui sont synchronisées depuis le même tableau de bord agile GitLab. Et donc là, je retrouve en tant qu'exigence l'issue sur laquelle j'étais au départ. Donc c'est un objet maintenant Squash sur lequel je vais pouvoir définir les 4 tests qui couvrent cette exigence. Donc je vais pouvoir le faire à la main ou là, m'aider aussi des outils tels que l'IA pour m'aider à créer des premiers scénarios de test qui vont couvrir ces exigences. Donc, à partir de la définition de mon exigence, je vais demander la génération un LLM des 4 tests qui la couvrent. Donc, ça prend quelques secondes. Et voilà. Et donc, le LLM me répond en disant, pour tester les différentes images génération en fonction du plan de souscription que j'ai à mon application, je te propose 3 cas de scénarios minimaux, 3 cas de scénarios cassants et un cas où la description est valide. Pour chacune des scénarios, j'ai la description du scénario en tant que tel, l'ensemble des pas de test, actions, résultats attendus qui vont me permettre de tester vraiment ce scénario. Et donc, je vais pouvoir passer en revue les scénarios qui m'intéressent, peut-être pas tous. Hop, je vais reprendre celui-là en plus. Et à partir de là, dire où est-ce que je souhaite le générer dans Squash. Donc ici, je mets de l'IA, j'aurais pu très bien, de la même façon, générer mes 4 tests à la main en l'écrivant, il n'y a pas de souci. Donc ces 4 tests, je les retrouve toujours dans mon projet, dans un espace à part entière. Et on retrouve les différents éléments, pas de test, description, ainsi de suite, qui me permettent d'effectuer et de jouer mon test au moins manuellement. Et aussi, à quelle exigence relier ce cas de test. L'étape d'après, souvent, ça va être d'automatiser ces cas de test. Donc là, je ne vais pas vous le faire en live, mais j'ai d'autres cas de test ici, par exemple, qui le sont. Et donc, dans Squash, je suis capable de référencer des scripts automatisés qui ont été versionnés sur un repo de code. Et à partir de là, mon test est automatisé dans Squash. Et donc, si je reviens à mon issue de base, je vois que mon statut, alors si je remets à jour, excusez-moi, voilà, mon statut a dû être mis à jour en disant que ma progression évolue, mon issue est toujours pas testée, mais par contre elle est plus testable parce qu'il y a plus de tests qui la couvrent. Normalement, l'étape d'après, ça va être
un développeur va venir créer du code pour implémenter cette feature, ce code va se retrouver dans une merge request et ou dans une pull request GitHub. Et donc là, de la même façon qu'avec Sonar, l'idée c'est d'avoir tout de suite des remontées d'informations pour le développeur, pour lui dire que là, ma quality gate, dans ce cas-là fonctionnelle, elle a échoué parce que les tests ici Robo Framework sont KO par exemple, et ainsi de suite. Et de même, dans Squash, je vais pouvoir avoir cette information au niveau de mon espace exécution qui vont me permettre de jouer mes cas de tests manuels et automatisés. Et au niveau du plan d'exécution, voilà, il va avoir les résultats de test par cas de test, mais aussi je vais pouvoir avoir une vue un peu plus macro et synthétique par pipeline de l'évolution des résultats de mes tests par exécution de pipeline. Donc l'idée, voilà, avec là j'ai fait la démo avec Squash, mais l'idée avec l'intégration de l'outillage de test dans les pipelines DevSecOps et l'outillage Docker, c'est d'accompagner tout ce workflow de développement depuis la spécification, depuis l'issue, jusqu'à la merge request, et voire même après, une fois que j'ai ce patrimoine dans Squash, et je vais pouvoir tirer parti de ce patrimoine pour mes phases de qualification avant passage en prod et ainsi de suite. Donc, je pense que pour la démo, on est bon. Merci Je vais Florian. arrêter le partage. Hop. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu ce que je disais avec ce slide juste pendant ma démo, c'est que la réponse classique est la plus pertinente, c'est-à-dire qu'il faut contrôler à toutes les étapes ce qui est produit par l'IA ou non. Voilà. Soit de faire la liste de code, soit avec des tests manuels et ou automatisés. Et après, c'est pas pour ça qu'on peut pas aider aussi et tirer parti de l'IA pour aider les testeurs, automaticiens, développeurs dans leur travail. Et donc voilà, aider par exemple le testeur pour la génération des cas de test, aider l'automaticien pour la génération de ses scripts automatisés et l'analyse des résultats, aider le chef de projet test lead à l'analyse de son patrimoine, à la génération de graphiques, à la génération de rapports. Merci Florian. Sylvain, quelque chose à rajouter? Sur celui-là, on peut continuer. Là, je suis complètement en ligne avec ce qui est dit. Il y a de l'IA qui arrive. Elle était super la démo. Je savais pas c'était directement intégré dans Squash comme ça. Quand on demande à nos clients, juste un petit détail, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire avec de l'IA, la plupart d'entre eux listent la génération de cas de tests comme quelque chose qu'ils veulent faire. Et ça fait du sens. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à toutes les équipes. Et donc accélérer cette partie, c'est important. Il y a des choses qu'on espère qu'on va pouvoir produire chez Sonar avant la fin de l'année, puisqu'on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Autocode Rover, qui était spécialisée dans l'IA, donc sur la génération des cas de tests. Alors pas la génération des spécifications telles que celle-ci, mais vraiment la génération du code de test. D'accord. Slide suivante. Florian, peux-tu nous expliquer un petit peu les garde-fous qu'on utilise chez Enix pour nous assurer de la pertinence des résultats de l'IA en QA? Oui. Et là, les garde-fous vont être un peu les mêmes qui ont été mentionnés en tant que garde-fou pour le dev. C'est que on utilise les mêmes principes de génération. Et donc, ce qui est important avec l'IA et ces modèles, c'est de structurer et de bien segmenter les entrants qu'on va lui fournir. Ni trop, ni trop peu, toujours fournir le bon niveau de contexte. Et c'est ce contrôle de qualité des entrants qui va permettre au LLM de fonctionner correctement. Il y a deux choses qu'il faut garder en tête quand on parle avec ces agents conversationnels notamment, c'est que ils apprennent de leur contexte, ils ont in-context capabilities, donc ils sont capables d'apprendre un peu en live en fonction de ce qu'on leur met dans leur contexte. Par contre, il ne faut pas leur en mettre trop, ni de façon trop fouillie, parce que sinon ils vont pouvoir boucler et inventer. Adopter les bonnes pratiques de structuration pour éviter tout ce qui est hallucination des LLM quand ils ne savent pas, globalement, et faire retrouver dans leur poids statistique. Après, on le sait parce qu'on est tous utilisateurs de ces modèles-là.
souvent, en leur apportant notamment dans les modèles de chatbot, en leur apportant un feedback rapide, ils sont capables de se corriger et d'apporter une réponse plus précise. Donc, on peut aussi, a posteriori, rajouter des petites choses dans leur contexte pour affiner leur réponse et n'être pas sûr d'accepter telle quelle la première réponse fournie par l'IA. Et la dernière chose qui pour moi est importante quand on fait du dev avec de l'IA, mais aussi des tests avec de l'IA dans ce cas-là, c'est que l'ownership et la propriété de tout ce qui doit être généré par où on demande l'LM de l'aide à la génération, le propriétaire de ça, à la fin, c'est pas le LLM, c'est bien la personne qui l'a demandé. Et voilà, faut pas que l'outil devienne un défaussoir en disant ah ben non mais c'est l'IA qui a fait n'importe quoi. Non non, c'est bien l'utilisateur qui s'est aidé d'un outil à base d'IA et ce qu'il a produit c'est à lui et c'est à lui de le défendre. Et donc c'est pour ça que des outils qui permettent dans ce cas-là d'identifier les cas de tests qui ont été générés par IA pour avoir ce double effet revue de test, revue de code est important. C'est important de le rappeler, en effet. Sylvain, tu es aligné avec ce que vient de dire Florian? Complètement. Oui, parfaitement aligné là-dessus. Et aussi sur ce que Florian vient de présenter. Hein. Tout ça, c'est très important. D'après ce que j'ai vu, quand nous, on a intégré CodeFix à nos outils, la création du prompt, c'est ce qui a absorbé une grande partie de l'effort. L'autre partie, ça a été la validation systématisée de la qualité des réponses des modèles contestés. Et donc, la qualification, la QA, c'est très important. Et quand on utilise un outil IA, le savoir-faire pour générer les questions qu'on lui pose, c'est très important. Très bien. On va passer à la dernière slide. Donc ici, on a présenté quelques bonnes et moins bonnes pratiques, on va dire, dans le cadre de l'utilisation de l'IA. Messieurs, qui veut commencer? Florian, peut-être, tu veux piocher quelques idées là-dedans que tu voulais mettre en avant? Ou Sylvain, comme vous voulez. Je peux y aller. Moi, mon dada, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est les entrants clairs et structurés. C'est que voilà, il faut comprendre comment fonctionne un LLM et typiquement aujourd'hui, si on part d'une spec API type Swagger avec quelques cas de test, quelques données de test, on est capable de piloter l'IA pour qu'elle nous fournisse la collection Postman, l'ensemble de scripts Robo Framework qui vont permettre de la tester. Parce qu'on a cet entrant clair et structuré qui font écho aux deux autres mauvaises pratiques, qui est que si on utilise l'IA avec des informations parcellaires non autoporteuses, clairement le modèle va halluciner et on va rien tirer parti de ces outils-là. Et pareil, si on espère à partir de toute la documentation métier de mon application spécifier entièrement les tests et définir toute la stratégie, puis les tests, puis leurs tests automatisés d'un seul coup, pareil, là on court à la catastrophe. Tu fais bien de le rappeler. Sylvain, quelque chose à rajouter? Moi, mon dada, on va dire, et puisque je travaille chez Sonar, et ce qu'on promeut tous les jours, c'est bien la surveillance continue, hein, via l'automatisation DevOps, DevSecOps. Évidemment, on va coder, on va créer des tests, mais il faut qualifier systématiquement et le plus tôt possible pour rester efficace hein, dans ce mode où on doit accélérer la livraison de nouvelles fonctionnalités. Il faut aller vite aussi sur la partie qualif et il n'y a que l'automatisation qui permet de faire ça. Très bien. Messieurs, quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux questions? Pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi. Très bien. Eh bien, c'est à vous de jouer dans le chat. Ou une première question a popé. Je vais me permettre de la lire à voix haute. J'ai peut-être raté la mention de la chose, mais dans Squash, y a-t-il un tag identifiant les cas de test générés par IA? Florian vient de l'évoquer, mais je n'ai pas vu ce tag dans la démo. Oui, oui, tout à fait. Il y a un tag et on est capable aussi de faire la recherche avancée sur ce tag pour trouver les tests qui ont été générés par IA. Une seconde question vient d'arriver. Quel volume de données faut-il fournir au LLM et combien de temps faut-il pour éduquer le LLM? Alors, je vais répondre en tout cas pour les LLM de tests fonctionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas ou peu de modèles qui sont spécifiquement entraînés pour le test. On a des modèles génériques qu'on peut utiliser dans ce cas-là.
Et dans ce cas-là, plutôt que d'entraîner ces modèles-là, c'est possible, on peut toujours aller voir Google pour entraîner Gemini, Microsoft pour entraîner leur modèle ou ChatGPT, et ainsi pour avoir un 4O à s'entraîner. Mais par contre, entraîner un modèle, ça peut revenir vite cher, surtout qu'il faut plusieurs phases d'entraînement. Et ce qu'on va faire souvent, plutôt, c'est d'utiliser les autres capacités de ces outils, type RAG, type instruction, pour donner au moment où de la génération encore plus de contexte. Par exemple, on va poser la génération sur la demande de génération d'un cas de test lié à une exigence. On va aller d'abord récupérer les exigences liées à cette même exigence pour donner plus de contexte. Et là, on a la même problématique sur la structure des entrées, c'est comment est-ce que je structure le contexte similaire qui arrive, et ça de façon automatisée, parce que le RAG, ses tools et ses instructions, c'est des choses automatiques que le LLM est capable d'utiliser à la volée. Merci Florian. Sylvain, quelque chose à rajouter de ton côté ou... Juste sur la partie entraînement des LLM, nous, on a aussi fait le choix de s'appuyer sur des LLM existants. Alors, pour entraîner un bon modèle sur de la programmation dans 30 langages, c'est encore plus compliqué, j'imagine, peut-être potentiellement. Il faut beaucoup de volume de données et tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des modèles qui sont sur le marché qui le font très bien. Et donc, on les utilise. Et la différence qui est faite au-dessus, c'est vraiment la construction des prompts. Ça ne veut pas dire qu'on va pas investir là-dedans, mais voilà. Effectivement, il faut des gros moyens pour entraîner un modèle. Et partir sur un modèle existant, c'est quand même la chose la plus simple. Et moins coûteuse, en tout cas. Très bien. Nous sommes encore quelques minutes ensemble. Une nouvelle question est arrivée. Je crois que ça concerne la partie Squash. Je n'ai pas accès à GitLab. Y a-t-il une autre façon d'utiliser l'IA sans cet outil? Alors, dans Squash, oui, c'est pas du tout lié à GitLab. Et j'ai envie de me dire, c'est la démo que j'ai faite, l'IA est intégrée dans Squash, mais le principe en lui-même pourrait toujours être tout à fait être prompté depuis un chatbot type ChatGPT 4o, ainsi de suite. Voilà, c'est juste que là, on a fait l'effort d'intégrer le prompt et les mécanismes dans Squash. Mais ce principe de je prépare mon prompt à partir de mes entrées, je demande la génération de cas de test et je valide ce qui a été généré, ça c'est possible à travers partout. Et pareil, ce qui a été montré par Sylvain, enfin je vous laisserai me corriger, mais depuis son IDE, il a choisi Copilot, mais il aurait pu choisir un autre modèle pour le faire. Tout à fait. Alors, là, il se trouve que là, c'est la stack Microsoft, VS Code avec Copilot, et donc il y a une intégration qui est assez poussée. D'ailleurs, Copilot n'a pas encore cette capacité à changer le code directement dans IntelliJ, par exemple. C'est pour ça que je l'ai fait là, parce que c'est un peu plus rapide. Mais évidemment, j'aurais pu générer ce code dans ChatGPT aussi, ou dans GitLab Duo, n'importe. Vous avez l'embarras du choix. Une question. Afin de garantir le contrôle de la qualité du code, intégrant du code IA, est-ce que Sonar a dû créer des nouvelles règles de scan spécifiques à ces patterns? Alors, très bonne question. L'idée d'une règle, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne? Si elle est bonne, si elle bénéficie à la qualité du logiciel, que ce soit un humain ou une IA qui l'ait écrite d'ailleurs. Donc sur lequel on est en train de travailler, c'est plutôt la possibilité d'implémenter de la gouvernance spécifique pour les projets qui utilisent de l'IA. Donc potentiellement une quality gate différente, un peu plus dure, et un quality profile différent avec plus de règles, mais en gros les mêmes règles, c'est les règles qu'on propose. À terme, il y aura des règles dédiées à l'AI parce qu'il y a de plus en plus de projets qui intègrent de l'AI. On voyait Squash intègre de l'AI, SonarCube intègre un prompt qui construit un check vers OpenAI ou Claude. C'est pas plutôt des règles sur l'utilisation des outils AI à l'intérieur du logiciel et des logiciels qui arrivent, qui sont en préparation. Très bien. Je pense que ça répond aux questions. Et une dernière question vient d'arriver. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour faire du reporting sans que la génération de cas de test soit faite par l'IA? Oui, dans l'absolu, oui. Que le cas de test soit généré par IA, que les devs soient générés par IA ou non. L'utilisation de l'IA, comme on l'a dit au tout début,
le gain de productivité, il va pas être fait sur une chose, mais sur l'utilisation de l'IA un peu parsemée, un peu de partout. Ça va m'aider à mieux structurer mes exigences, ça va m'aider à mieux faire mon reporting, ça va m'aider à mieux, plus facilement implémenter des choses un peu spécifiques dans mon code et ainsi de suite. Et donc, on peut très bien, voilà, avoir des use cases spécifiques sur le reporting. Moi, il y en a un qu'on n'a pas actuellement, mais qu'on va implémenter assez rapidement dans Squash. C'est vraiment l'analyse au sens calimétrique du patrimoine de test. Donc, voilà, est-ce que mon patrimoine de test est écrit correctement dans les bonnes règles et ainsi de suite. Est-ce que mes résultats sont assez proches de mes actions, mais pas trop proches, et ainsi de suite. Merci Florian. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. On espère que ce webinaire a répondu à certaines de vos questions et on allumera d'autres pour que d'éventuels futurs webinaires y répondent. Merci messieurs Sylvain, Florian pour votre expertise et votre temps. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et encore merci pour votre présence. Merci à tous. Merci. Au revoir. Et à très vite pour discuter encore de pipeline DevSecOps et d'inclusion de la QA et des scans dans tout ça. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.